En 1933, dans les gares françaises résonnait un son qui n'avait rien à y faire. C'était le grondement sourd, parfaitement équilibré, d'un monstre mécanique de 12,7 litres de cylindrée. Mais ce bloc monobloc ne propulsait pas une limousine royale. Il tirait un autorail rempli de voyageurs ordinaires. L'usine Bugatti de Molsheim faisait face à une réalité brutale. Ettore Bugatti avait conçu le moteur Type 41 pour équiper 25 voitures destinées au roi d'Europe. Puis la Grande Dépression a frappé. 6 châssis seulement ont été construits. 3 ont trouvé preneur. Dans les ateliers alsaciens, des dizaines de blocs moteurs colossaux, polis à la main, prenaient en la poussière. Pour sauver l'usine de la faillite, les motoristes qui usinaient cette perfection aristocratique ont dû transformer leur chef-d'œuvre en bête de somme ferroviaire. 79 autorails furent construits. Le paradoxe était total. La mécanique la plus ambitieuse jamais fondue en France n'a pas survécu grâce aux empereurs, mais grâce au pragmatisme des chemins de fer. Mais la véritable histoire du Type 41 n'est pas seulement celle d'un échec commercial. C'est l'histoire d'une machine tellement absolue qu'elle a survécu à la disparition du monde pour lequel elle avait été forgée. Chaque semaine, nous racontons les histoires des moteurs français, des usines, des ateliers et des non-industriels qui ont un jour appris au pays comment pouvait sonner la puissance et ce qui s'est passé lorsque le marché a avancé. Abonnez-vous si cette histoire compte pour vous. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais avec un lieu précis, à Molsheim en 1926. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais avec un lieu précis, à Molsheim, en Alsace, en 1926. Dans cette France des années folles, l'industrie automobile européenne traversait une époque d'optimisme radical. Les constructeurs ne cherchaient pas seulement à motoriser les foules, ils cherchaient à définir la suprématie absolue. À l'époque, la noblesse européenne, les industriels fortunés et les têtes couronnées roulaient dans des machines imposantes. Le marché de l'extrême luxe était dominé par des noms qui inspiraient le respect absolu, la Rolls-Royce Phantom en Angleterre ou la Hispano-Suiza H6, construite en France par des ingénieurs d'origine espagnole et suisse. Ces voitures possédaient des moteurs souples, silencieux, capables de déplacer de lourdes carrosseries avec une dignité sans effort. Mais pour Ettore Bugatti, installé dans son vaste domaine de Molsheim, ce n'était pas suffisant. Bugatti construisait déjà certaines des voitures de course les plus victorieuses au monde, comme la légendaire Type 35, un chef-d'œuvre de légèreté. Pourtant, il nourrissait une obsession différente pour le sommet de sa gamme. Il ne voulait pas simplement rivaliser avec Rolls-Royce ou Hispano-Suiza. Il voulait les humilier. Il voulait créer une voiture si démesurée, si parfaite et si coûteuse qu'elle ne s'adresserait qu'aux rois et aux empereurs. Et le cœur de cette ambition, l'élément qui dicterait tout le reste, c'était le moteur. Pour comprendre l'ampleur de ce projet, il faut regarder les dimensions. Ettore Bugatti dessina un moteur 8 cylindres en ligne d'une taille hallucinante. Les premiers prototypes frôlaient les 15 litres, avant que la version définitive de production ne soit fixée à une cylindrée de 12,7 litres. La cylindrée, le volume total déplacé par les pistons dans les cylindres, détermine fondamentalement la capacité d'un moteur à aspirer de l'air et du carburant pour produire de la force. À titre de comparaison, une grande voiture familiale de l'époque se contentait souvent de 2 ou 3 litres. Un moteur de 12,7 litres n'appartenait plus au monde de l'automobile civile. Il s'agissait d'une architecture qui rappelait les immenses moteurs marins ou les propulseurs de dirigeables. Mais concevoir un tel monstre sur une planche à dessin n'était qu'une étape. Il fallait ensuite le fabriquer. C'est ici que l'ambition d'Ettore Bugatti est entrée en collision frontale avec la réalité physique du métal dans les usines de Molsheim. Le cœur du système de production Bugatti n'était pas seulement la chaîne de montage, c'était la fonderie, l'atelier où le métal en fusion est versé dans des moules de sable pour créer les pièces brutes. Pour le moteur Type 41, que l'on appellerait bientôt la Royale, Bugatti exigeait un bloc moteur aux proportions titanesques. Le bloc moteur, la structure principale qui contient les cylindres et les pièces centrales du moteur, mesurait à lui seul 1,4 mètre de long. C'était une pièce de métal si massive qu'elle nécessitait des grues et des palans spécifiques rien que pour être déplacée d'un établi à un autre. Le défi métallurgique était cauchemardesque. Bugatti refusait les compromis de facilité.
Il exigeait que ce moteur gigantesque soit un monobloc. Autrement dit, les cylindres et la partie supérieure du moteur devaient être coulés en une seule et unique pièce de métal massif, sans joint de culasse pour les séparer. L'avantage technique était une rigidité structurelle absolue et l'impossibilité d'une fuite de compression. Mais le risque industriel était colossal. Dans la chaleur suffocante de la fonderie alsacienne, les ouvriers devaient préparer des moules en sable d'une complexité extrême. Le versement de la fonte devait être parfait à une température millimétrée. Si le métal refroidissait une seconde trop vite, s'il y avait la moindre bulle d'air, la moindre fissure interne dans cette masse d'1,40 m de long, la pièce entière était détruite. Il n'y avait aucune réparation possible. Le bloc entier, représentant des milliers de francs et des semaines de préparation, devait être brisé, refondu, et le processus devait recommencer. Les ouvriers de Molsheim portaient sur leurs épaules le poids d'une ingénierie qui refusait de tenir compte des coûts de production. Et le bloc nu n'était que le début du problème. Les exigences de ce moteur forçaient l'usine à repenser tout le système d'accompagnement. Un moteur de 12,7 litres génère une chaleur titanesque. Pour éviter que le métal ne fonde sur lui-même en fonctionnement, il nécessitait un système de refroidissement hors norme. Le circuit demandait exactement 48 litres d'eau pour circuler autour des cylindres. Pour la lubrification de l'immense vilebrequin, le carter devait contenir 23 litres d'huile. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques techniques. Dans un garage, dans un atelier ou sur une route de campagne, ils signifiaient qu'une simple vidange ou une vérification des niveaux prenait les proportions de l'entretien d'un char d'assaut ou d'un remorqueur de port. Les motoristes d'Alsace devaient usiner des pompes à eau et des pompes à huile d'une taille inédite, capables de déplacer ces fluides massifs avec une fiabilité absolue. À l'hiver 1926, les ouvriers de la fonderie réussirent l'impossible. Le sable du premier moule fut brisé à coups de marteau. Le métal refroidi apparut au grand jour, d'une perfection géométrique saisissante. Les parois étaient épaisses, les conduits internes dégagés, la surface prête à être usinée et polie. Ce n'était plus un dessin ambitieux, c'était un objet physique, lourd de plusieurs centaines de kilos, posé sur les tréteaux de l'atelier de Molsheim. L'usine alsacienne venait de prouver que la volonté d'un homme pouvait plier la métallurgie à ses exigences les plus extrêmes. Le métal avait obéi. Mais avoir un bloc parfait ne suffisait pas. Molsheim devait maintenant prouver que cette architecture impossible pouvait réellement tourner. Le métal nu, aussi imposant soit-il, ne reste qu'une promesse silencieuse, jusqu'à ce qu'on lui ajoute de l'huile, de l'essence et une étincelle. Dans l'atelier d'essai de Molsheim, le grand jour arriva. Les motoristes fixèrent l'immense bloc de 12,7 litres sur le banc d'essai, une structure en acier lourd, boulonnée au sol pour absorber les forces colossales que la machine allait libérer. Pour comprendre la percée technologique que représentait ce moteur, il faut regarder à l'intérieur, là où les pièces mobiles devaient supporter des contraintes inédites pour l'époque. Au cœur du bloc se trouvait le vilebrequin, l'arbre central qui transforme le mouvement vertical des pistons en rotation. Celui du type 41 était une pièce d'orfèvrerie industrielle pesant à elle seule plus de 130 kg, usinée dans un seul bloc d'acier forgé et reposant sur 9 énormes paliers pour garantir une rigidité absolue. Les mécaniciens qui devaient l'installer utilisèrent des palans, ajustant les tolérances à la main avec une précision qui tenait davantage de l'horlogerie suisse que de la mécanique lourde. Mais la véritable intelligence de ce moteur respirait dans sa partie supérieure. Ettore et Bugatti l'avaient équipé de 3 soupapes par cylindre, 2 pour l'admission du mélange air-carburant et une, plus grande, pour l'échappement. Les soupapes, ces pièces mobiles qui s'ouvrent et se ferment pour laisser respirer le moteur, étaient commandées par un arbre à cames en tête. Cet arbre à cames, l'axe rotatif qui orchestre le balai mécanique des soupapes, n'était pas relégué dans le bas du moteur avec de longues tiges imprécises, comme c'était souvent le cas. Il était placé tout en haut, directement au-dessus des cylindres, commandé par un arbre vertical depuis le vilebrequin. Ce choix architectural offrait une précision d'ouverture redoutable, essentielle pour remplir d'air et d'essence des cylindres d'une telle capacité. Un carburateur, le système mécanique qui mélange l'air et le carburant avant de les envoyer dans le moteur, avait été conçu sur mesure, immense, presque comique par ses dimensions,
pour gaver ce gouffre mécanique. Lorsque le démarreur s'enclencha pour la première fois, ceux qui s'attendaient à un hurlement assourdissant furent déconcertés. Le bloc monobloc s'éveilla dans un grondement profond, régulier, évoquant le souffle d'une centrale électrique plutôt que la rage d'une voiture de course. La discrétion de la combustion cachait des chiffres qui, pour l'époque, défiaient l'entendement. Le Type 41 développait 300 chevaux. La puissance, une mesure de la rapidité avec laquelle un moteur peut accomplir un travail physique, était ici le triple de ce que produisaient les meilleures voitures de luxe du marché. Mais le véritable secret de la Royale ne résidait pas dans sa puissance maximale. Il résidait dans son régime moteur. Ce monstre de 12,7 litres n'avait pas besoin de tourner vite. Il développait sa puissance maximale à moins de 2000 tours par minute, là où un moteur de course exigeait de hurler à plus de 5000 tours. Et surtout, il offrait un couple dévastateur de plus de 700 maintenant dès les plus bas régimes. Le couple, la force de rotation brute du moteur, ressentie par le conducteur comme la capacité absolue à tirer ou relancer la masse, changeait entièrement la nature de la conduite. Sur une route de campagne française ou dans les avenues de Paris, ce couple astronomique permettait une expérience presque magique. La Bugatti Royale allait peser plus de 3 tonnes, mais grâce à l'élasticité de son moteur, le conducteur n'avait presque jamais besoin de changer de vitesse. Il pouvait démarrer en douceur sur le deuxième rapport, puis accélérer sans la moindre secousse, comme poussé par une main invisible, jusqu'à dépasser les 105 km/h, voire 200 km/h, selon les carrosseries. Dans les années 1920, où les boîtes de vitesse étaient dures, non synchronisées et exigeaient une force physique épuisante, le moteur Type 41 offrait la douceur ininterrompue d'un rêve électrique, des décennies avant l'électrification. L'absence de vibration devint immédiatement légendaire dans les ateliers d'Alsace. Pour prouver la perfection de l'équilibrage dynamique de cet immense équipage mobile, les ingénieurs de Molsheim aimaient réaliser une démonstration spectaculaire sur le banc d'essai ou plus tard sous le long capot des voitures terminées. Ils prenaient une pièce de monnaie, un franc en argent, et la posaient sur la tranche, à la verticale, directement sur le bloc moteur en marche au régime de ralenti. La pièce tenait en équilibre. Elle ne tombait pas. La violence des explosions de près de 1,6 litres par cylindre était si parfaitement absorbée par le métal et l'usinage que l'extérieur de la machine restait d'une immobilité de marbre. Aucun concurrent ne pouvait facilement copier cette percée. Rolls-Royce et Hispano-Suiza possédaient un savoir-faire immense, mais ils construisaient des moteurs obéissant encore à une logique commerciale. Ils devaient être rentables. Bugatti, lui, avait construit un monument. L'usine d'Alsace s'était isolée de toute concurrence en créant un produit dont le prix de revient était délirant. Rien que le châssis nu, incluant ce moteur monumental, devait être facturé 500 000 francs de l'époque. C'était le prix d'une vaste propriété bourgeoise, sans même compter la carrosserie qui devait être commandée sur mesure. Ettore Bugatti avait gagné son pari technique. Le système de Molsheim, avec sa fonderie, ses machines-outils de précision et ses artisans aux mains tachées d'huile, avait donné naissance à la mécanique automobile la plus souveraine du monde. Le silence imposant de ce bloc de fonte sur le banc d'essai résonnait comme une déclaration de domination absolue. L'atelier avait prouvé que l'impossible pouvait être usiné et assemblé. Mais l'industrie n'avait pas encore montré la facture. En 1927, lorsque la première Bugatti Royale quitta les ateliers de Molsheim pour ses premiers essais routiers, elle ne ressemblait à rien de ce que l'industrie automobile française ou européenne avait produit jusqu'alors. Le moteur de 12,7 litres ne s'adaptait pas à une voiture. C'était la voiture entière qui devait se soumettre à lui. Pour accueillir cet immense bloc monobloc, les ingénieurs durent concevoir un châssis d'une longueur et d'une rigidité sans précédent. Le capot avant, abritant la mécanique, mesurait à lui seul près d'1,5 mètre de long. Lorsqu'un mécanicien ou un chauffeur ouvrait ce capot articulé, il ne découvrait pas un enchevêtrement complexe de câbles, de durites et de métal sale comme sur les véhicules ordinaires. Il faisait face à un monument. Le moteur Type 41 était dessiné avec des angles droits, des surfaces planes et une propreté clinique, ressemblant davantage à un immense coffre-fort d'acier et d'aluminium qu'à une machine à combustion interne. Dans l'Alsace des années folles, l'usine de Molsheim atteignit alors son apogée psychologique et industriel. Ettore Bugatti ne se comportait plus comme un simple industriel de l'automobile, mais comme un souverain mécanique.
Son usine fonctionnait comme un domaine autonome, avec ses propres fonderies, ses ateliers d'usinage, ses écuries de pur sang, et même un hôtel de luxe, l'Hostellerie du Pur Sang, bâti spécifiquement pour recevoir les clients venant commander leurs véhicules. Au centre de ce système de pouvoir absolu trônait le moteur de la Royale. L'objectif commercial d'Ettore Bugatti n'était pas de dominer le marché du luxe en volume. L'annonce fut faite avec une arrogance assumée. Seulement 25 exemplaires de la Bugatti Type 41 seraient construits, pas un de plus. Ils ne seraient pas vendus à de riches industriels, à des banquiers ou à des vedettes de cinéma. La noblesse de la machine exigeait la noblesse du sang. La Royale était exclusivement destinée aux têtes couronnées, aux rois, aux reines et aux empereurs d'Europe et du monde. Pour s'assurer que ce filtre social soit infranchissable, Molsheim fixa un prix qui défiait toute logique économique. 500 000 francs de l'époque pour le châssis nu, incluant le moteur, mais sans la carrosserie. C'était 3 fois le prix de la Rolls-Royce la plus prestigieuse ou l'équivalent d'un immense domaine foncier. Ce prix ne payait pas seulement les 300 chevaux ou le couple titanesque. Il payait une méthode de fabrication qui refusait catégoriquement le concept même de rentabilité. Dans l'atelier de montage, chaque moteur exigeait des centaines d'heures de travail manuel. Les motoristes ne se contentaient pas d'assembler des pièces usinées pour qu'elles fonctionnent. Ils les ajustaient avec des tolérances microscopiques. Des outils de serrage spécifiques durent être forgés sur place, simplement pour manipuler la boulonnerie hors norme de la culasse et du vilebrequin. Le moteur de la Royale devint rapidement une légende murmurée dans les cercles automobiles, les ateliers parisiens et la presse spécialisée. Les journalistes qui eurent le privilège de monter à bord des premiers prototypes décrivirent une expérience troublante. La voiture pesait plus de 3 tonnes, mesurait plus de 6 mètres de long, mais le moteur de 12,7 litres la propulsait avec le silence et la fluidité d'un navire glissant sur l'eau. Il n'y avait aucun hurlement, aucune vibration transperçant le plancher. Seulement le bruit du vent et le défilement du paysage à plus de 150 km/h, une vitesse terrifiante pour les routes de la fin des années 1920. Dans la fonderie de Molsheim, les ouvriers continuaient de couler les immenses blocs moteurs. Le métal refroidissait, les pièces étaient inspectées, usinées, puis montées sur leurs bancs. La mécanique absolue était prête. La production des 25 moteurs était lancée, avec la certitude inébranlable que l'aristocratie mondiale allait faire le pèlerinage jusqu'en Alsace pour s'agenouiller devant la grandeur de la machine. L'intérieur de l'atelier d'assemblage de Molsheim ressemblait moins à une usine automobile de l'entre-deux-guerres qu'à un laboratoire d'horlogerie opéré à l'échelle industrielle. Les immenses blocs de 12,7 litres n'étaient pas simplement usinés pour être fonctionnels. Ils devaient être irréprochables sous la lumière. Les motoristes passaient des journées entières à pratiquer le bouchonnage sur les carters et les grandes surfaces planes en aluminium. Le bouchonnage, une technique de polissage manuel créant des motifs réguliers en forme de cercles entrelacés, n'ajoutait absolument aucune performance mécanique. Il servait uniquement à prouver que le métal brut avait été maîtrisé par la main de l'homme, repoussant l'esthétique du bloc moteur au rang de joyau. Dans les allées immaculées de l'usine, les mécaniciens en blouse ajustaient les grandes soupapes et calèrent la distribution avec une minutie absolue. Les vilebrequins forgés, si lourds qu'ils nécessitaient des palans pour chaque manipulation, étaient équilibrés à la perfection. Chaque moteur qui prenait forme sur les tréteaux représentait des mois de travail, un investissement en capital colossal pour l'entreprise, immobilisant des tonnes de métaux précieux, d'acier spécial et d'heures de main-d'œuvre ultra qualifiées. Dans cette usine d'Alsace, la hiérarchie n'était plus dictée par le client, mais par la machine elle-même. Dans une France où un moteur pouvait décider du caractère d'une Renault de course, de la liberté d'une 2CV, de la vitesse d'une Peugeot au Mans, de la puissance d'un hélicoptère ou de la fierté d'une usine, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant, travail, chaleur, bruit, entretien, risque, état, industrie et confiance. À Molsheim, cette confiance s'était transformée en une domination totale sur l'acheteur. Ettore Bugatti avait créé un système où le constructeur choisissait son client, et non l'inverse. L'anecdote la plus révélatrice de cet apogée psychologique et industriel ne concerne pas une vente exceptionnelle, mais un refus catégorique. Le roi Zog Pied d'Albanie, désireux d'affirmer son tout nouveau statut royal,
fit part de son intention d'acquérir une Bugatti Royale. Pour n'importe quel constructeur européen de l'époque, vendre le châssis le plus cher du monde à un chef d'État en exercice aurait été un triomphe commercial retentissant. Mais Ettore Bugatti refusa net la commande. La raison avancée dans les cercles de l'usine n'avait rien à voir avec la solvabilité du monarque ou des contraintes de production. Bugatti estimait simplement que les manières de table du roi d'Albanie, qu'il aurait prétendument observées lors d'un dîner, n'étaient pas dignes de la perfection mécanique de Molsheim. Ce refus n'était pas qu'une simple excentricité mondaine. C'était la preuve physique qu'à ce moment précis, le système de Molsheim croyait que son moteur était supérieur au monde extérieur. Le bloc type 41, avec ses 300 chevaux de silence et son couple dévastateur, était devenu le filtre social ultime. La fonderie produisait, les ouvriers polissaient, et la direction attendait fermement que l'aristocratie mondiale se plie à ses standards pour avoir le droit de posséder la machine. Les premiers exemplaires complets qui sortirent des ateliers prouvèrent que la vision mécanique tenait toutes ses promesses. Sur la route, la Royale n'avait aucun rival, effaçant les distances avec une facilité déconcertante pour une masse dépassant les 3 tonnes. Mais à l'intérieur de l'usine, une réalité mathématique commençait à s'accumuler silencieusement. Les moteurs continuaient d'être coulés et usinés. Le plan initial prévoyait 25 châssis, et Molsheim engageait frénétiquement ses ressources pour constituer le stock de ces monuments d'acier. Les blocs s'alignaient dans un coin de l'atelier, froids, étincelants, parfaitement équilibrés, attendant des carrosseries qui tardaient à être commandées. Le summum de l'ingénierie automobile atmosphérique avait été atteint. Le moteur Type 41 était la conclusion logique d'une époque qui croyait fermement que la grandeur industrielle se mesurait à l'échelle de la cylindrée, à l'arrogance de l'usinage et à l'indifférence totale face aux coûts de production. L'usine alsacienne avait construit la réponse absolue à une question mécanique que personne d'autre n'avait osé poser. L'atelier comprenait le moteur, mais le monde extérieur, lui, commençait à s'effondrer. La première fissure n'est pas apparue dans le métal parfait du bloc de 12,7 litres, ni sur les bancs d'essai de Molsheim. Elle est apparue loin de l'Alsace, dans les salles de marché silencieuses, après la panique. Le jeudi 24 octobre 1929, Wall Street s'effondra, entraînant avec elle l'économie mondiale. Au début, l'usine Bugatti crut pouvoir ignorer le séisme. La noblesse européenne semblait intouchable, protégée par des siècles de richesses accumulées. Mais la force implacable des crises économiques et des marchés globaux n'épargne aucune forteresse, pas même celle de l'ingénierie absolue. Le plan initial d'Ettore Bugatti reposait sur une certitude arrogante. 25 châssis seraient construits et 25 têtes couronnées se précipiteraient pour les acheter. Le marché visé n'était pas seulement restreint, il exigeait une stabilité politique que l'entre-deux-guerres allait brutalement détruire. Le roi Alphonse XIII d'Espagne était l'un des prospects les plus sérieux pour acquérir le majestueux moteur Type 41. Il aimait les belles mécaniques et représentait exactement le type de client pour lequel le colossal 8 cylindres en ligne avait été forgé. Molsheim attendait la commande officielle. Mais en avril 1931, la monarchie espagnole tomba. Alphonse XIII fut contraint à l'exil. La commande ne fut jamais finalisée. Partout ailleurs en Europe, les empires vacillaient ou mesuraient le danger politique de s'afficher avec une automobile d'une telle démesure alors que les populations s'enfonçaient dans la misère et le chômage. Le moteur fonctionnait avec une perfection inégalée. Le marché autour de lui avait simplement cessé d'exister. Face à cette paralysie des élites royales, la rigidité du filtre social imposé par Ettore Bugatti dut se fissurer. L'usine, qui brûlait un capital immense pour maintenir ses standards, fut forcée de chercher des acheteurs en dehors des palais. Finalement, sur les 25 exemplaires prévus, seuls 6 châssis de Bugatti Royale furent assemblés, carrossés et dotés du légendaire moteur. Et sur ces 6 véhicules, la réalité commerciale fut encore plus cruelle. L'usine ne réussit à en vendre que 3. Aucun roi n'en acheta. Le premier client fut Armand Esders, un industriel français du vêtement prêt-à-porter, qui commanda un roadster extravagant à 2 places, dépourvu de phare parce qu'il estimait, avec l'excentricité des nouveaux riches, qu'il ne conduirait jamais une telle merveille de nuit. Le deuxième moteur fut livré au docteur Joseph Fuchs, un chirurgien allemand amateur de compétition, qui emporta finalement la gigantesque machine avec lui dans son exil vers New York.
ajoutant au problème de maintenance l'absence totale de réseau d'assistance outre-Atlantique. Le troisième exemplaire fut acquis par le capitaine Cuthbert Foster, héritier d'une fortune de grands magasins britanniques. 3 ventes, 3 acheteurs fortunés, mais roturiers. Les 3 autres châssis assemblés durent rester la propriété de la famille Bugatti, qui les utilisa comme véhicules personnels ou objets de promotion, faute de pouvoir trouver quiconque capable ou désireux de payer le demi-million de francs exigé pour entrer dans l'aristocratie mécanique. Mais le véritable drame de Molsheim ne se jouait pas dans les registres de vente ou dans l'orgueil blessé du fondateur. Le problème physique, lourd et immédiat, se trouvait directement sur le sol de l'usine. Dans le système industriel français de l'époque, un moteur de cette taille imposait une chaîne logistique impitoyable. La production des pièces n'avait pas attendu les commandes. Dans la fonderie, les ouvriers avaient en continué à couler la fonte. Dans les ateliers d'usinage, les motoristes avaient passé des milliers d'heures à équilibrer des vilebrequins, à fraiser des culasses, à ajuster les triples soupapes par cylindre et à appliquer le minutieux bouchonnage sur les carters en aluminium. Le métal avait un coût. Le carburant des bancs d'essai avait un coût. Les salaires de ces artisans d'élite, parmi les mieux payés de France, devaient être versés. La collision entre les ambitions techniques et la réalité des coûts de production était totale. Des dizaines de blocs moteurs type 41, entièrement terminés, trônaient désormais dans les recoins des ateliers alsaciens. Ils étaient là, recouverts de bâches en toile pour les protéger de la poussière industrielle, alignés comme d'immenses monuments d'acier inutiles. Chaque bloc représentait une fortune immobilisée. Chaque carter de 12,7 litres de cylindrée contenait, au sens propre, l'argent qui manquait désormais à l'entreprise pour survivre au marasme économique des années 1930. L'atmosphère dans l'atelier s'alourdit. Les mécaniciens passaient tous les jours devant ces chefs-d'œuvre silencieux, sachant pertinemment que ces blocs invendus menaçaient l'existence même de Molsheim. Un moteur, aussi génial soit-il, devient un piège mortel pour son créateur lorsqu'il ne peut plus s'insérer dans l'économie réelle. L'usine alsacienne s'était saignée à blanc pour repousser les limites de la thermodynamique et de la métallurgie. Elle possédait le moteur le plus souple, le plus grand et le plus silencieux du monde, mais elle n'avait plus de voiture pour le porter, ni de clients pour le financer. Le moteur tournait parfaitement sur son banc. L'économie autour de lui menaçait de s'effondrer. L'entreprise était au bord du gouffre financier. Ettore Bugatti se retrouva dos au mur. Il devait absolument trouver un moyen de rentabiliser le stock colossal de ses moteurs invendus, sous peine de voir les portes de Molsheim se fermer définitivement, entraînant avec elles le savoir-faire de centaines d'ouvriers français. Le bloc moteur de la Royale était toujours intact, fier et surpuissant. Molsheim devait maintenant lui trouver une utilité d'urgence, même s'il fallait pour cela trahir l'aristocratie de la machine et l'envoyer travailler lourdement avec le peuple. Ettore Bugatti était acculé. L'usine de Molsheim, avec ses centaines d'ouvriers et ses machines-outils spécialisées, risquait la fermeture pure et simple. Les luxueux blocs Type 41 de 12,7 litres, invendables aux rois déchus et aux industriels ruinés, représentaient un capital gelé massif. C'est dans ce désespoir industriel que le créateur trouva une issue aussi amère que salvatrice. S'il ne pouvait pas vendre ses moteurs à l'élite du monde pour rouler sur les avenues, il allait les vendre à l'État français pour rouler sur l'acier. Au début des années 1930, les réseaux ferroviaires français cherchaient à moderniser leurs trains de voyageurs. L'objectif était de remplacer les vieilles et lourdes locomotives à vapeur par des engins légers, rapides et autonomes, capables d'accélérer fortement entre 2 gares de province. Bugatti proposa l'impensable, motoriser ces nouveaux trains avec le cœur mécanique de la voiture la plus prestigieuse jamais dessinée. Le gouvernement accepta le pari. Dans les ateliers d'Alsace, l'annonce fit l'effet d'un choc thermique. La réalité de la production bascula du jour au lendemain. Les mécaniciens qui avaient passé des mois à polir l'aluminium à la main, à ajuster les soupapes avec la délicatesse d'un horloger pour le confort d'un éventuel empereur, durent radicalement changer de monde. Le moteur Type 41 ne devait plus murmurer sous le long capot d'un roadster sur mesure, choyé par un chauffeur en gants blancs. Il allait devoir hurler dans la poussière, le cambouis et les vibrations constantes d'un dépôt de chemin de fer. Le système français autour du moteur avait changé. Fini l'hostellerie du pur sang,
Place aux appels d'offres rigides, à la maintenance de flotte et à l'usure quotidienne des rails. La transition de l'automobile de grand luxe vers l'ingénierie ferroviaire lourde exigea des prouesses techniques. Pour propulser un autorail de plusieurs dizaines de tonnes, chargé de dizaines de passagers et de leurs bagages, un seul moteur de 300 chevaux ne suffisait pas toujours. Les ingénieurs de Molsheim durent de concevoir des systèmes de transmission complexes, utilisant des boîtes de vitesse inversées et des embrayages hydrauliques redoutables, permettant d'accoupler 2, voire 4 blocs moteurs de 12,7 litres dans le même véhicule ferroviaire. Le couple titanesque du 8 cylindres, initialement pensé pour éviter aux aristocrates de changer de vitesse dans le trafic de Paris, trouva ici sa véritable vocation industrielle. Il arrachait la masse d'acier des gares avec une force d'accélération implacable, inconnue des trains à vapeur. Le résultat fut foudroyant. Sur le plan de la performance, le bloc de Molsheim pulvérisa les standards. Le 24 octobre 1934, un autorail Bugatti entra dans la légende de la vitesse. Sur une longue ligne droite du réseau de l'État, propulsé par cette mécanique atmosphérique superlative, le train atteignit la vitesse vertigineuse de 116 km/h. C'était un record mondial absolu. Le moteur de luxe venait de prouver sur les rails qu'il était avant tout un chef-d'œuvre de brutalité mécanique maîtrisée. L'humiliation aristocratique de ce déclassement devint un triomphe industriel inespéré. Au lieu des 25 voitures initialement rêvées, Molsheim finit par participer à la construction de 79 autorails au cours de la décennie. Ce contrat providentiel sauva littéralement l'usine. Les blocs de 12,7 litres empoussiérés trouvèrent preneur. Mieux encore, la demande ferroviaire fut si forte que la fonderie d'Alsace dut rallumer ses fours, commander du sable et couler de nouveaux blocs monoblocs. L'aristocratie européenne avait fait défaut, mais les ouvriers, les paysans, les familles et les voyageurs de commerce français assuraient désormais les salaires de l'usine en achetant leurs billets de train. Le moteur le plus cher du monde, conçu pour isoler les puissants, était devenu par nécessité économique le moteur de la classe ouvrière et de la classe moyenne par procuration. Mais la force des crises énergétiques et l'évolution des marchés globaux finissent toujours par rattraper les architectures trop orgueilleuses. La Seconde Guerre mondiale ravagea l'industrie française et la reconstruction de l'après-guerre imposa de nouvelles règles impitoyables basées sur la rentabilité pure. Lorsque la SNCF, la Société nationale des chemins de fer, rationalisa son réseau et ses flottes, les autorails Bugatti commencèrent à devenir un fardeau. Leur talon d'Achille était la consommation. Leur moteur à essence de 12,7 litres buvait un mélange coûteux avec une voracité effrayante, un luxe insoutenable face aux nouveaux moteurs diesel de l'après-guerre, lourds, lents à monter en régime, mais atrocement économiques. De plus, la complexité des immenses blocs monoblocs de Molsheim, avec leurs 3 soupapes par cylindre et leur arbre à cames en tête d'une précision diabolique, exigeait des heures d'entretien que les dépôts de la SNCF ne voulaient plus payer. La technologie de l'excès atmosphérique avait fait son temps. Au fil des années 1950, l'heure de la retraite commença à sonner. Les ateliers ferroviaires cessèrent progressivement de réparer les blocs. Les autorails furent garés sur des voies de garage, silencieux, victimes d'une époque qui avait remplacé la quête de la perfection par l'obsession de la facture de carburant. Le moteur tournait encore. Les commandes ferroviaires s'arrêtèrent. L'après-guerre changea les règles. La consommation devint un problème. Le diesel industriel prit la place. Les ateliers cessèrent les révisions. Le son monumental s'éloigna. Le monde de l'excès avait disparu. La machine tournait encore sur les rails. Le monde de l'automobile, lui, l'avait déjà laissé derrière. La disparition progressive des autorails, des voies de la SNCF, marqua la fin de la vie active du moteur Type 41. L'usine de Molsheim elle-même ne survécut pas longtemps à cette transition ferroviaire et au ravage de la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale et la mort d'Ettore Bugatti en 1947, l'entreprise indépendante s'effondra lentement, incapable de retrouver sa place dans une Europe ruinée. La marque Bugatti connaîtrait plus tard des résurrections successives. D'abord en Italie dans les années 1990, puis sous l'égide du groupe allemand Volkswagen dans les années 2000. Le logo a survécu. L'usine de Molsheim a même été reconstruite pour produire des monstres modernes de la vitesse.
Aujourd'hui, si le prestigieux nom Bugatti orne les impressionnants moteurs de Weissens à 4 turbos des hypercars modernes assemblés en Alsace, ces nouvelles machines sont le fruit d'une logique totalement différente. Elles sont financées, structurées et protégées par un groupe industriel mondial aux ressources colossales, partageant des technologies à l'échelle européenne. Le Type 41, lui, était le produit d'une entreprise familiale, isolée, un artisanat radical qui jouait sa survie financière absolue sur chaque bloc de fonte coulé dans le sable. L'esprit du moteur royal, cette folie atmosphérique forgée d'un seul bloc, appartenait à un modèle d'indépendance qui avait définitivement disparu. Pendant des décennies, on crut que ces colosses de métal retirés des dépôts poussiéreux de la SNCF allaient simplement être détruits, jetés dans les fonderies de recyclage de l'après-guerre pour en récupérer l'acier. Mais la culture française de la préservation intervint d'une manière inattendue, presque obsessionnelle. Dans les années 1960, deux industriels du textile, les frères Schlumpf, basés à Mulhouse en Alsace, commencèrent à racheter secrètement toutes les Bugatti qu'ils pouvaient trouver à travers l'Europe. Ils ne cherchaient pas seulement les petites voitures de course légère, ils voulaient les monuments. Ils acquirent 2 des 6 Bugatti Royale originales et rachetèrent patiemment des pièces de rechange, des châssis nus, les vieux manuels d'atelier tachés d'huile, les outils spécifiques et les moteurs invendus issus de la longue aventure ferroviaire. Aujourd'hui, cette immense collection clandestine est devenue la Cité de l'Automobile, le Musée national de l'automobile de Mulhouse. C'est dans ce sanctuaire mécanique, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la fonderie d'origine de Molsheim, que l'héritage physique du moteur de 12,7 litres a pu survivre à l'oubli. Ce qui repose aujourd'hui sous les néons du musée n'est pas simplement de la nostalgie automobile. Ce serait une profonde erreur de regarder le bloc TAP 41 uniquement comme une relique luxueuse des années folles. Ce moteur doit passer l'épreuve de la pertinence historique. Pourquoi cette machine compte-t-elle encore aujourd'hui? Elle compte parce qu'un bloc monobloc de 12,7 litres, trônant en silence sur un socle d'exposition, est un argument physique incontestable sur la nature même de l'industrie. Il prouve qu'il fut un temps où une usine française, avec ses artisans, ses motoristes et ses fondeurs, croyait sincèrement que la perfection technique absolue suffisait à imposer sa loi au marché. Le Type 41 n'a pas été conçu pour répondre à un besoin de transport. Il n'a pas été dicté par une norme de consommation ou une étude marketing. Il a été conçu pour dominer la physique. Les motoristes d'Alsace ont usiné ce géant avec une arrogance magnifique, persuadés que l'aristocratie mondiale se plierait à leurs exigences financières pour posséder le moteur le plus imposant, le plus souple et le plus silencieux du monde. La véritable note de bas de page de cette histoire, l'ironie cruelle de cette ingénierie, est la véritable leçon du Type 41. Ce moteur a spectaculairement échoué là où il était censé régner. Les rois ne l'ont pas acheté, les empereurs l'ont ignoré, les crises économiques mondiales ont pulvérisé son modèle d'affaires, exposant la vulnérabilité d'une entreprise qui refusait de compter les coûts. Mais cette même architecture complexe s'est révélée si fondamentalement robuste, si surdimensionnée dans sa conception, qu'elle a pu propulser la classe ouvrière française à près de 200 km/h sur les rails de l'État. La survie historique du moteur de la Royale n'est pas due à sa noblesse, mais à sa force brute. L'usine Bugatti n'a pas été sauvée par le luxe suprême, mais par le pragmatisme du service public ferroviaire. Le monde de l'automobile moderne ne produira plus jamais une machine semblable. Les normes d'émissions de plus en plus sévères, les contraintes aérodynamiques, l'électrification massive des groupes motopropulseurs et la nécessité absolue de rentabilité interdisent formellement de couler 1,4 mètres de fonte monobloc pour animer une seule automobile. La puissance moderne est devenue calculée, turbo-compressée, hybride, rendue silencieuse par des logiciels complexes et non par l'équilibrage manuel d'un vilebrequin forgé de 130 kg par un artisan en blouse d'atelier. La grandeur du Type 41 réside précisément dans son statut d'impasse évolutive absolue. Il fut le point culminant et terminal d'une époque qui croyait que le seul moyen de vaincre la résistance de la route était d'augmenter indéfiniment la cylindrée. Les ouvriers de Molsheim qui cassaient les moules de sable brûlant en 1926 ne savaient pas qu'ils coulaient les fondations d'un monde industriel qui était déjà condamné à disparaître.
La France n'a pas cessé d'avoir besoin de puissance après le retrait des immenses autorails Bugatti. Elle a simplement cessé d'accepter qu'un moteur puisse exister en dehors des règles strictes de la rationalité économique. Le marché automobile s'est resserré, le carburant a été compté. L'excès atmosphérique est d'abord devenu un péché industriel, puis une impossibilité légale. Quelque part à Mulhouse, sous la lumière froide et parfaitement contrôlée de la cité de l'automobile, un immense bloc moteur Bugatti Type 41 repose encore dans le silence. Le carter est toujours orné de son bouchonnage méticuleux, fait à la main. L'arbre à cames en tête surplombe toujours la culasse invisible, et le métal massif, figé dans le temps, attend immobile un monde d'excès, de rois et de carburant illimité que la France moderne ne connaîtra plus jamais. À la prochaine histoire,